La mission de notre collège, pour résumer, est de développer la dynamique de l'UNAFAM dans notre région en veillant à la mise en œuvre de la politique et des actions définies par le conseil d'administration. Aujourd'hui, la contribution au PRS de l'UNAFAM région Auvergne-Rhône-Alpes est finalisée. Les orientations qui nous paraissent devoir être retenues sont les suivantes. Tout d'abord, des pratiques orientées rétablissement qui se mettent en place dans chaque métier et dans chaque structure, tant du sanitaire que du médico-social et que du social. Autre orientation, une aide aux aidants le plus tôt possible et systématique, qui s'adapte au parcours du patient et de ses aidants, qui soit développée de manière volontariste par le sanitaire et le médico-social en lien avec les associations. Une autre orientation, des parcours individualisés, proactifs, adaptés et orientés rétablissement, qui sur chaque territoire soient définis et pilotés en transverse sanitaire, médico-social, social, en coordination avec les autres politiques publiques, comme les MDPH ou les départements. Des parcours qui permettent de satisfaire les besoins spécifiques de la maladie et du handicap psychique. Une place particulière devrait être réservée à la question du logement et du maintien dans ce logement, à l'accès à l'emploi, à la culture, à l'activité physique. Enfin, nous insistons aussi beaucoup dans notre contribution sur le fait que ces orientations seront facteurs d'efficacité pour autant qu'elles soient conduites de manière résolue et générale. Si tel est le cas, des marges de manœuvre seront rendues disponibles pour mieux faire face aux besoins non satisfaits. Cette question délicate du déploiement sur le terrain est donc très importante. Le chemin sera délicat, étroit. Toutefois, il est possible car les professionnels avec qui nous avons échangé y croient. Alors, le rétablissement, mot fourre-tout ou véritable enjeu d'avenir pour les personnes vivant avec des troubles psychiques, changement de paradigme pour les professionnels. Je voudrais vous dire que votre souhait que ce concept ne soit pas un mot fourre-tout, pire encore vide, que votre souhait que ce concept soit au cœur des prises en charge des patients qui vivent avec des troubles psychiques chroniques et invalidants rejoint pleinement et directement les orientations de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Pour vous, pour nous, le rétablissement est en effet un nouveau paradigme, comme c'est écrit quelque part, voilà, sur la deuxième ligne, est en effet un nouveau paradigme différent mais complémentaire du paradigme médical traditionnel. Le rétablissement est donc fondé sur l'idée forte que la personne malade peut récupérer de son pouvoir d'agir en s'appuyant sur ses propres compétences. En parallèle, en complément, le soutien aux aidants pour qu'eux aussi acceptent et soient acteurs de ce long cheminement est évidemment absolument indispensable. Le rétablissement concerne et se révèle bénéfique et fort pour tous. Le patient, reconnu et respecté pour ce qu'il est, une personne. Les aidants, dont la vie se trouve ou doit se trouver améliorée. Les soignants, qui disent tous que cela valorise leur mission au regard des résultats obtenus. Nous sommes la seule région à avoir structuré une filière de réhabilitation psychosociale graduée en 3 niveaux. Les plus spécialistes d'entre vous le savent. Elle comporte donc, parce qu'ils en sont acteurs d'ailleurs, un centre de ressources régionales, 3 centres référents à Lyon, Grenoble et Saint-Étienne, un réseau de prise en charge qui a été progressivement étendu et 7 structures intersectorielles dites de niveau 1, les spécialistes comprendront. Un des objectifs du prochain projet régional de santé sera, comme je l'ai dit il y a un instant, d'étendre cette filière à la partie ex-Auvergne, si vous me passez cette expression pas très jolie, de notre région, avec la création d'un centre référent et de plusieurs structures de niveau 1, de telle façon que chaque patient qui en a besoin puisse progressivement avoir accès à une évaluation fonctionnelle intégrative, à la construction d'un projet de soins individualisé qui prenne en compte l'ensemble de ses besoins et l'élaboration d'un plan d'aide pour la réalisation de ces projets. Nous souhaitons, l'Agence régionale de santé, que nous puissions continuer à travailler ensemble, à la fois sur l'élaboration, qui sera beaucoup, sur la plupart des sujets, la
confirmation d'orientation que nous avons déjà construite et élaborée ensemble. Donc que nous puissions contribuer, travailler ensemble à l'élaboration de ce projet régional de santé, et puis bien évidemment, de manière plus fondamentale et plus générale, à sa mise en œuvre, et sans attendre la mise en œuvre du projet, de continuer à travailler ensemble à l'amélioration concrète au quotidien de la situation, de la vie de celles et de ceux qui souffrent de troubles psychiques, de leurs familles, de leurs proches, de vous toutes et de vous tous, les aidants. Je crois, je suis sûr, je suis fier que cette ambition nous mobilise et nous réunisse. Il y a eu un groupe de travail qui a été fait pour réfléchir sur ces pratiques de rétablissement et qu'elles soient acquises et comprises par ceux qui sont concernés. Alors le rétablissement, qu'est-ce que ça implique ? Il faut qu'il y ait des pratiques orientées rétablissement, qu'on y croit. Il faut aussi que les parcours soient proactifs, individualisés, c'est très important parce que chaque personne est différente, et adaptés avec l'action de la MDMPH, un logement qui convient, et puis l'accompagnement qui soit correct et une insertion possible, même plus que possible. Et tout ça, c'est aussi lié à l'aide aux aidants qui doit être systématique le plus tôt possible. Donc le processus du rétablissement nécessite d'abord de passer d'une présomption d'incapacité de la personne concernée à une remise en route de ses compétences, de reconnaître à la personne sa place centrale dans les dispositifs et sa capacité d'agir. Le rétablissement qualifie le devenir favorable de la personne qui peut retrouver le contrôle de sa vie grâce aux ressources qu'elle possède, et ce, malgré les limitations imposées par une maladie chronique. Pour que cela devienne possible, il faut nécessairement des changements importants. Il faut d'abord changer notre regard vis-à-vis de la personne, changer nos représentations. Et c'est-à-dire, c'est là le changement essentiel de paradigme, je pense. Changer en conséquence nos comportements, nos pratiques, afin de faire évoluer les structures, les institutions, les établissements, de telle sorte que l'accompagnement se fasse au service du parcours de vie des personnes. Donc, à terme, des transformations d'ampleur doivent être conduites. Il faut viser à ce qu'une relation horizontale de partenariat et de confiance soit établie avec la personne, afin qu'elle prenne conscience du pouvoir qu'elle a sur son destin individuel. Il s'agit d'accompagner la personne dans son projet de vie, en respectant ses choix, avec des soins ambulatoires facilitant de plus en plus son autonomie, avec un soutien social ou médico-social adapté à ses besoins, mais toujours en inclusion dans la société. Le rétablissement implique une réorientation des pratiques dans le sens d'une co-construction entre les professionnels et les personnes, chacun étant engagé et acteur. Donc c'est vraiment quelque chose qui a fait une rupture parce qu'en psychiatrie, traditionnellement, nous sommes formés à gérer des crises. Nous sommes formés à hospitaliser quand il le faut pour protéger les personnes, à mettre des traitements qui diminuent des symptômes, et nous sommes formés sur l'idée que ces pathologies sévères ont un pronostic qui est plutôt défavorable. Donc ça ne peut pas être sur ces acquis de base, de formation initiale ou même de début de formation continue, qu'on peut s'appuyer pour aller vers le rétablissement, vers la conception du rétablissement. Ça va forcément passer par des découvertes, le côté scientifique dont parlait M. Paul, que je vous citais à l'instant, et puis des rencontres avec des personnes. Ce sont les personnes qui ont acquis une vie satisfaisante par rapport à la maladie, ce qu'elles ont vécu, la souffrance qu'elles ont endurée. C'est la rencontre avec ces personnes et la compréhension qu'elles ont pu retrouver une existence globalement satisfaisante qui m'a fait passer, moi en tant que psychiatre, à cette notion de rétablissement. Le rétablissement, c'est une attitude, une manière de prendre conscience au fil de la journée et d'affronter les défis qui se présentent à elle, et que savoir ce qu'elle ne peut pas faire lui permet de mieux voir les nombreuses possibilités qui s'offre encore à elle. Et pourquoi je prends cette citation ? C'est parce qu'en fait, c'est vraiment sur ça qu'on s'appuie pour développer la réhabilitation psychosociale. Donc en tant que professionnel, eh bien, je crois qu'on peut faire ce qui est écrit là, c'est-à-dire, avec les moyens actuels de la science, on peut permettre aux personnes qui ont des troubles psychiques de mieux comprendre où elles en sont,
de mieux comprendre leurs limitations, de mieux comprendre leurs possibilités, et puis de renforcer ces possibilités. Ça, c'est très concret. Donc nous, notre travail de professionnel de santé, c'est quand même de pouvoir permettre à ces personnes d'avoir de l'espoir. Et pour leur permettre d'avoir de l'espoir, eh bien, quoi de mieux que de montrer ce qui fonctionne encore et sur quoi elles peuvent s'appuyer. Donc moi, je crois beaucoup à cette notion d'espoir, et je crois aussi à cette organisation des soins, où il y a des structures qui gèrent la crise et qui traitent la partie malade, et puis des structures qui, très rapidement, parce que vous l'avez dit tout à l'heure dans la courbe, il faut le faire très vite, dès le premier épisode psychotique, et donc des structures qui sont plus axées sur la partie saine. Je crois vraiment à cette organisation en plusieurs strates. Donc, en pratique, il faut des professionnels formés, il faut une vision différente de la maladie, il faut un travail avec les familles, il faut un travail en concertation sanitaire, médico-sociale. La recherche est importante parce que c'est ce qui va permettre de montrer l'efficacité. Même on a montré déjà pas mal de choses, mais il faut aller encore plus loin. Donc, on doit faire évoluer évidemment toutes les structures, tous les secteurs de psychiatrie générale, mais aussi le médico-social en concertation. Je pense qu'il faut former très tôt tous les médecins à la prévention de la chronicité. Et bien entendu, je crois qu'il faut continuer à renforcer ce dispositif. Je crois qu'on ne pourra pas répondre à la demande si on n'est pas un petit peu renforcé, au minimum protégé dans une période d'économie. Donc je le dis largement, et l'ARS nous soutient très largement, et c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et puis il faut structurer vraiment le dispositif dans son ensemble, le sanitaire et le médico-social. J'insiste là-dessus, ça passe par des formations, mais pas seulement. Donc la notion de plan régional de santé avec une concertation globale, ça c'est quelque chose qui est très important. En résumé, pour conceptualiser le rétablissement, il y a donc deux possibilités. Il y a ce modèle médical, où le point de vue c'est plutôt du professionnel de la santé, qui ne concerne pas tous les patients, c'est to recover from, éliminer la maladie et ses conséquences. Et puis il y a le modèle du rétablissement, qui nous vient du coup des usagers, et qui dit que chacun a son potentiel de rétablissement. Et c'est donc, vous voyez, toute la nuance, c'est being in recovery, être en rétablissement, et reprendre le pouvoir sur sa propre vie, sur la gestion de sa propre santé. Et c'est un changement radical de paradigme, on le citait, puisque c'est aussi passer de l'agenda du professionnel à celui du patient. Donc tout ça, ça amène à comment orienter les soins vers le rétablissement. Et vous allez voir que c'est un changement radical de paradigme. La construction d'un parcours orienté vers le rétablissement, c'est quoi finalement concrètement? Puisque c'est à plusieurs temps. Alors, il y a le temps de l'évaluation, et il y a l'évaluation qui est l'évaluation pour évaluer, ça c'est ce qu'il ne faut pas faire dans une pratique orientée rétablissement, et l'évaluation orientée rétablissement. Elle a quand même, du coup, deux exigences. Des exigences scientifiques, mais celle aussi d'une pratique orientée rétablissement. Elle est en pré- et en post-thérapeutique pour pouvoir proposer des interventions pertinentes. Elle évalue un certain nombre de choses qui ont été citées par Nicolas. Elle utilise des outils scientifiques validés, cohérents, fidèles, sensibles au changement. Mais elle est aussi... C'est aussi une évaluation orientée rétablissement qui est à l'écoute de la personne, de son expertise, adaptée à chaque personne, dans chaque étape de son parcours vers le rétablissement. C'est une évaluation qui doit avoir une fonction motivante, mobilisatrice, susciter l'espoir et renforcer la motivation. Donc, elle doit être focalisée sur les demandes et besoins de la personne, souple, coordonnée, pluriprofessionnelle, éviter les redondances, et c'est là aussi le rôle crucial du case manager. Elle doit être dynamique, répétée régulièrement en fonction de l'évolution vers le rétablissement. Elle doit être utile, elle doit servir du coup soit à pouvoir proposer des interventions thérapeutiques de façon optimale, soit en vérifier l'efficacité, et elle doit être rationnelle, c'est-à-dire que les avantages liés de cette évaluation doivent être supérieurs aux inconvénients. En gros, évaluer pour évaluer, c'est ce qu'il ne faut pas faire, il faut évaluer pour agir, insérer, prévenir ou limiter le handicap. Je vais reprendre les différentes phases du parcours de rétablissement et faire quelques pistes de propositions d'intervention adaptées à chaque étape du processus de rétablissement. Donc au niveau de la phase moratoire, l'intervention des pairs aidants, elle est vraiment cruciale. Parce qu'à ce moment-là, la personne n'a vraiment pas d'idée qu'un rétablissement est possible. Et l'intervention des pairs aidants va permettre de voir justement qu'il y a des personnes qui ont cette maladie-là et qui finalement vivent une vie riche et pleine de sens. L'entretien motivationnel, à la phase de prise de conscience, celle où on dit donc la première lueur d'espoir, la réalisation que tout n'est pas perdu, l'intervention des pairs aidants va aussi jouer énormément parce qu'elle va renforcer l'espoir, elle va avoir cette fonction motivante, mobilisatrice, mais aussi la psychoéducation sur le rétablissement, les entretiens motivationnels. À la phase de préparation, la phase où la personne va faire l'inventaire de ses forces et ses faiblesses et s'appuyer sur ce qu'on appelle du coup, le soi intact ou ses ressources personnelles pour se rétablir. Et c'est là que la psychoéducation va prendre aussi tout son sens, l'entraînement des compétences sociales, les techniques issues de la TCC, la remédiation cognitive. Et la phase de reconstruction, le travail actif pour établir une identité positive et des objectifs ayant du sens pour soi, reprendre sa vie en main.
Là, ça va être l'autonomisation et la prise de risque, comme par exemple la reprise d'activité professionnelle. Et donc vous avez la phase de croissance où la personne donc là, est rétablie et peut aller chercher les interventions quand elle en a besoin. Alors au final, qu'est-ce que ça change? La notion de rétablissement en psychiatrie, je ne vais pas faire une phrase, je vais faire un mot. Tout. Voilà. Donc finalement, le rétablissement, c'est une réalité, mais avec des obstacles encore présents, peu de services réellement orientés rétablissement, une nécessité, développer la formation des professionnels, et un intervenant qui a un rôle et qui est à développer, qui est le case manager. Merci. Le rétablissement, il intègre le fait que la personne, alors qui souffre de schizophrénie ou d'autres pathologies, elle va d'abord devoir se rétablir de ses symptômes, mais va devoir travailler avec toutes les conséquences sociales négatives qui sont liées aux représentations stéréotypées de la maladie mentale. Alors, du coup, du côté des professionnels, qu'est-ce que va impliquer le rétablissement? Pour moi, c'est une certaine quand même lutte contre nos préjugés, notre expérience médicale. C'est aussi passer outre et se dire qu'il existe peut-être une indépendance entre le devenir de la personne et l'évolution de la maladie. Ça, c'est pas évident quand on est effectivement un professionnel de santé, quand on est formé effectivement à traiter une maladie, se dire que ce qu'on va mettre en place comme traitement pour traiter les symptômes, c'est pas forcément le déterminant qui va être le seul et le plus important pour l'évolution de la personne, c'est un paradigme qui est différent, c'est un changement de point de vue. C'est adopter un regard optimiste, et on verra que effectivement, c'est pas toujours simple quand on travaille dans les unités d'hospitalisation. C'est travailler à un vrai partenariat avec le patient. Et puis c'est un travail de confiance, parce que pour se faire surprendre, il faut avoir confiance en les possibilités de surprise de la personne. Et puis du côté de la personne, le rétablissement, c'est, on l'a vu, une réappropriation de son existence, c'est se reconnaître dans une vie différente mais satisfaisante. Et c'est quelque chose qui est important pour moi, c'est pas forcément un dépassement de soi. Donc il y avait vraiment cette idée, effectivement, de laisser la personne aller à son rythme, mais de la laisser aller aussi jusqu'à où elle veut aller. Et de pas effectivement pousser aussi à vouloir absolument le rétablissement comme étant l'accomplissement, le travail, la vie autonome, etc. C'est se retrouver et se satisfaire d'une vie qui soit différente, mais qui convienne à la personne. Je travaille du coup sur Annecy, qui est un hôpital qui est en fusion avec l'hôpital de Saint-Julien en Genevois, donc Annecy-Genevois. Et sur ce service, je suis responsable d'un pompeux service qui s'appelle l'unité de réhabilitation psychosociale, qui, quand je suis arrivée il y a 4 ans, on comprenait moi-même. Voilà, donc on a un petit peu étoffé les choses. Et du coup, on a actuellement 4 unités qui dépendent de cette URPS. Donc l'AFT, l'accueil familial thérapeutique, un SAMSA, un service d'accompagnement médico-social, donc travailler en partenariat avec une association locale d'Annecy, des soins résidentiels et un centre de réhabilitation psychosociale des Glières de niveau 1 qui vient d'ouvrir au 5 septembre 2016, dont on est très fiers, et en parallèle, effectivement, l'ouverture également des soins résidentiels. Et puis, en parallèle de ça, on ne peut pas faire, je pense, un travail de réhabilitation sans travailler en partenariat main dans la main avec les familles. Alors, les familles qui nous apportent un 3e regard, j'ai envie de dire. Il y a le regard soignant, il y a le regard de la personne, et puis il y a ce 3e regard des familles. C'est un travail qui est extrêmement passionnant, qui est aussi, je peux me permettre de le dire devant une assemblée d'une AFAM, épuisant. Parce qu'on est toujours sur un équilibre à trouver, un perpétuel ajustement entre nous. Et ça, je pense qu'effectivement, ça contribue grandement au rétablissement parce que chacun doit lâcher un petit peu de ses convictions et du coup, relaisser une place plus importante à la personne. J'ai tenté en fait d'axer mon propos sur mon point de vue à moi en tant que médecin, en tant que praticien au quotidien dans une unité d'hôpital de jour, mais aussi de donner un exemple d'un projet qu'on a longtemps mûri et qu'on a mis en place maintenant depuis quelques mois au centre hospitalier et universitaire à Clermont-Ferrand, autour justement de l'accompagnement vers l'emploi des personnes souffrant de schizophrénie et de la difficulté qui a été évoquée ce matin de l'articulation entre le sanitaire, le social, le médico-social et puis le monde de l'entreprise en ce qui concerne ce projet. Et l'idée force du rétablissement, quand on se penchait sur la littérature, mais aussi quand je m'interrogeais moi sur ma pratique, c'était quand même une remise en cause de l'idée de l'incurabilité en fait de la schizophrénie, qui était quand même une maladie assez emblématique, malgré des études qui montraient qu'un bon tiers des patients pouvaient se rétablir dans les premières années, et puis ensuite une grande partie ensuite des patients pouvaient accéder à ce rétablissement dans la suite de leur parcours. Donc en pratique quotidienne, pour moi, c'était reconnaître cette possibilité. Et c'est vrai que par rapport à l'enseignement que j'avais eu, moi, en tant
qu'interne en psychiatrie et dans ma formation aussi d'étudiante en médecine, c'était quand même une nouvelle façon de penser les choses et un nouveau regard qu'on pouvait porter effectivement sur ces parcours et sur ces personnes. Alors dans cet exemple-là, moi j'avais souhaité en fait vous parler du soutien en emploi, puisqu'il me semblait que le modèle pouvait effectivement représenter et répondre à ces nouveaux enjeux qui étaient de réinsérer la personne dans le monde ordinaire et dans le travail ordinaire, avec des objectifs qui n'étaient plus du tout le travail pour une fonction de ressources thérapeutiques, occupationnelles, comme on avait pu l'avoir dans certains modèles plus anciens et dans certaines expériences plus anciennes. Mais là, on était vraiment dans des objectifs d'inclusion, de réengagement dans la vie active et dans la vie citoyenne en partant du choix de la personne. Alors, je vais vous prendre l'exemple d'un programme, en fait, qui est l'illustration de cette expérience qu'on a montrée, en fait, qui est un programme IPS, qui permet d'accompagner les personnes vers l'emploi en milieu ordinaire. Alors, le principe, et c'était ça qui m'intéressait, parce que c'était vraiment un modèle qui pouvait s'appuyer sur les concepts du rétablissement, c'était dans ce modèle d'accompagnement vers l'emploi, on s'intéressait à l'accès en milieu ordinaire pour retrouver une place dans la société, pas dans un emploi protégé, dans la société en milieu classique, avec l'idée de zéro exclusion. C'est-à-dire que les personnes qui pouvaient s'engager dans ce type de programme, il n'y avait aucun critère qui les excluait. À partir du moment où ils souhaitaient retravailler, on les accompagnait dans cette démarche. Donc pour conclure, l'idée qui arrivait en ce qui me concernait, concernant cette proposition de communication autour du rétablissement, c'est que chacun pouvait donner sa propre définition du rétablissement malgré des grandes lignes qui sont dans la littérature, et que c'était aussi un processus très individuel. C'était, en tant que soignant, faire confiance, entreprendre, expérimenter, progresser, parfois par essai et par erreur, mais toujours garder l'espoir. Donc, j'ai fait la réhabilitation psychosociale en 2010-2011 à Marseille, toujours dans un hôpital à Marseille. C'est le service du professeur Lançon. Donc, la réhabilitation psychosociale m'a énormément aidée. Énormément. On a trouvé le médicament, la bonne molécule. Et après, tout autour, on m'a proposé des ateliers de remédiation cognitive, c'est-à-dire des exercices pour refaire marcher les capacités cognitives de la personne. J'ai fait de la psychoéducation, c'est-à-dire de l'éducation à la maladie, éducation aux médicaments, éducation à gérer les symptômes de la maladie. Et tous ces ateliers-là de la réhabilitation psychosociale m'ont appris à devenir un patient expert de ma maladie. Cette expérience en tant qu'usagère m'a permis de développer un savoir expérientiel que j'utilise pour accompagner mes pairs. Alors, comment j'aide les usagers, comment j'aide les personnes? Alors, j'anime différents groupes, des groupes de parole, au sein d'un hôpital de Marseille. Donc, ce sont des groupes qui permettent à la personne d'en savoir plus sur les rechutes, sur le rapport avec le médecin, sur la bipolarité, la schizophrénie, sur, qu'est-ce aussi que je fais comme thème, les diagnostics psychiatriques, les urgences psychiatriques. Voilà, je leur propose un panel de thèmes et on échange, on parle, on raconte notre propre expérience sur, à un moment donné, ce qui nous est arrivé. Attention, mon rétablissement, ça ne va pas être le même que mon voisin. Donc, chacun va construire son propre processus de rétablissement. Garder et avoir de l'espoir. Il faut croire aux personnes. Il faut croire aux gens. Même si ça met du temps, même si ce n'est pas le moment pour la personne, il faut avoir de l'espoir et croire en la personne. Mon savoir expérientiel, qui est mon outil de travail, mon passé et mon expérience de la maladie, me permet d'entrer en contact avec les usagers, partage d'expériences. Je sers de modèle d'identification. Je crée un lien de confiance avec les personnes. Je suis la preuve que l'on peut s'en sortir. Merci. Donc moi je suis Marie-Paul et en fait je me rends compte que j'ai fait de la réhabilitation sans le savoir. Ça c'est chouette. Ça c'est bravo. Je ne suis pas du tout passée par tous les processus qui existent. Moi ça a commencé en 2003, donc ça n'existait pas. Et je suis passée par tous les processus identiques, mais sans tous les protocoles mis en place maintenant par le professeur Franck, à Lyon en tout cas.
Donc, ma première hospitalisation a été en 2003. Et là, effectivement, ça a été le tsunami, comme ont pu dire certains. Moi, la famille n'était pas là. Et elle n'est toujours pas là. Mais bon, peu importe, on a fait 100 pour le coup. Et moi, ça a été des rencontres. Une multitude de rencontres et ajoutées qui ont fait que j'ai pu aller mieux. J'ai pu m'entendre dire, la première rencontre, c'était l'assistante sociale à la clinique qui m'a dit « Vous ne me croyez certainement pas, et je sais que vous ne me croyez pas, mais vous allez retrouver un appartement et vous allez vivre de nouveau de façon autonome, individuelle. Moi, je crois que vous êtes capable de le faire. Vous, évidemment, vous n'y croyez pas, mais on va tout faire pour qu'on atteigne cet objectif. Et je sais qu'au fond de vous tenez à ça. Et donc, on a mis en place des choses. Voilà, donc ça, pour le coup, ça a marché. Donc, ils m'ont accepté en CHRS. Donc, au début, dans la structure commune, où j'ai passé 6 mois. Et donc, on prenait les repas en commun. On avait notre chambre individuelle, mais on prenait beaucoup de choses en commun. Alors, à l'hôpital, en parallèle, j'allais à l'hôpital de jour. Et là, petit à petit, sans m'en rendre compte, je faisais des choses qui me faisaient aller mieux. En 2012, pris dans mon élan, alors je crois que c'est ma bipolarité qui ont fait que j'étais pris dans l'élan, tout était merveilleux, je me suis dit, je me lance en candidature spontanée à la mairie de Lyon pour être surveillante de cantine le temps de midi. Mon univers, ça a toujours été les enfants, donc je me suis dit, je tente, je passe l'entretien, bingo, ça marche, dans une école du 9e. Bon, au bout d'un certain temps, je change d'école, mais parce qu'il faut être adaptable, et voilà. Et je continue. Et là, en juin, je me dis, je vois une annonce à la boulangerie. Bingo, je me dis, allez, une annonce d'une famille qui cherche une nounou pour le temps périscolaire. Je dis, il me manque un petit peu de temps de travail, puis allez, je tente. Et là, c'est vraiment pour le coup de l'entretien, le vrai entretien avec la famille. Hein. Les questions pièges, il ne veut pas prendre son pain, comment vous réagissez, vous le nettoyez, non, je ne dois pas. Mais voilà, vraiment, les questions pièges. Et j'ai été prise par cette famille, et je continue, voilà, et voilà. Alors, bon, je voulais juste conclure. C'est un témoignage qui reste le témoignage de mon parcours de vie, de ma réhabilitation, qui n'a rien à voir avec les autres. Mais je voulais juste dire qu'il faut, vous en tant que famille, le moindre petit truc qui va mieux, vraiment mettre le doigt dessus. Même si après ça rechute, on s'en moque parce que nous, on l'entend et ça s'accumule. Et ça fait pierre après pierre, on entend, tiens, ça, t'as fait ça bien. Même si, aujourd'hui, tu t'es levé, même si pendant 3 semaines, tu te lèveras plus, aujourd'hui, tu t'es levé, et ben, c'est ça qu'il faut dire. Voilà. Je vais essayer en quelques mots de vous dire par quoi je suis passé, et surtout de vous parler de mon rétablissement, qui, à mon avis, lui, pour le coup, est toujours en cours, et auquel je crois chaque jour un peu plus. Alors, la maladie s'est déclarée pour moi en 2010, suite à un choc émotionnel, sous forme de bouffées délirantes où se mélangeaient notamment idées mystiques, mégalomanie et paranoïa. Je saurais plus tard, parce qu'à l'époque j'en avais aucune idée, que je souffrais de troubles schizo-affectifs. J'ai donc été hospitalisé sous contrainte pendant 40 jours, donc c'est long. Je sais donc ce que c'est que l'internement, la vie en pyjama, au fond la perte de toute vie normale du jour au lendemain. C'est à cette époque, fin 2013, après 3 ans de maladie, que j'ai rencontré une nouvelle psychiatre, le docteur Ribot, au CMP de Caluire, qui va progressivement, en douceur, faire en sorte que je me prenne en charge. C'est-à-dire que je comprenne et que j'accepte la maladie, que je porte un autre regard sur la vie, que je redéfinisse aussi des objectifs plus simples, plus modestes, plus réalistes. J'ai découvert, toujours grâce à ma psychiatre, le centre de jour du CMP de Caluire, avec une équipe très gentille, bienveillante, ce qui m'a progressivement sorti de la dépression. En parallèle, ma mère, qui aurait dû être là, qui n'est pas là aujourd'hui, qui s'est toujours démenée pour trouver des solutions pour moi, a entendu parler du SUR, le service universitaire de réhabilitation. C'est comme ça que j'ai fait début 2015 le CETOP, qui est une sorte de bilan de compétences, ou plutôt ce que j'appelle un séminaire de reprise de confiance en soi. Et toujours grâce au service d'insertion du CETOP, j'ai trouvé un travail dans la foulée, dans une entreprise adaptée, comme employé administratif et commercial. Alors aujourd'hui, je suis autonome, ce qui n'était pas le cas il y a 3 ans encore. J'habite chez moi, je me lève sans difficulté pour aller travailler, ceux qui sont malades savent ce que c'est que de se lever quand on est en dépression.
En conclusion, j'ai la conviction que le rétablissement est possible. Celui-ci passe bien sûr au départ par de la patience, il en faut, mais aussi et surtout par les rencontres que l'on peut faire au sein du système médico-social, par le soutien de sa famille, donc là, vous êtes tous là en soutien, en premier lieu, mes parents, et enfin par le travail, parce que le travail, pour moi, ça structure, ça crée du lien social et ça donne de l'autonomie. C'est la conviction numéro grand D qui se détache très nettement puisqu'elle fait pratiquement les 2/3 des votes. Hein. Ensuite, il y a la conviction grand C qui fait 1/4 des votes. Et puis la B, 24. Et puis il y a A et E qui font chacun au total 3 personnes. Alors, ça veut dire qu'on a confiance sur l'existence du rétablissement comme véritable enjeu. Ça ne veut pas dire que ça se substitue aux médicaments, aux urgences, à certains aspects de l'hospitalisation, etc., etc. Mais on voit bien que c'est quelque chose qui est particulièrement important et crédible. Il y a la question de l'ensemble des publics pour accéder au rétablissement. Il y a la question de la conscience réaliste, parce qu'il faut être très réaliste, des freins. Hein, ceux qui touchent aux pratiques professionnelles, ceux qui touchent à l'organisation, aux règles administratives. Et puis il y a tous les atouts qu'il va falloir mobiliser. Il y a un autre aspect que je n'ai pas souligné, c'est qu'il faut que l'UNAFAM s'y colle. Hein, excusez-moi, ça va de soi, mais ça mieux en le disant. Et donc, tout ce qu'on vient d'évoquer sur les freins à lever et les atouts à mobiliser, hein, eh bien, c'est comment on va faire au niveau régional, c'est comment on va faire au niveau départemental de chaque délégation et comment on va faire au niveau de chacun des établissements et structures. Et cela, c'était aussi le message aujourd'hui, c'est pas le faire seul, hein, c'est le faire bien sûr avec les personnes rétablies, c'est le faire avec les professionnels, avec les décideurs. Le rétablissement, qui constitue aujourd'hui un champ d'appui nouveau pour la région auprès de l'ensemble des délégations. Cette thématique sera intégrée aux priorités du projet de la délégation régionale. Les délégations départementales ne seront donc pas seules, isolées, à travailler sur le sujet. Nous démontrerons ainsi une nouvelle fois que nous savons aller de l'avant. L'UNAFAM défend la mise en place d'une politique du soin et du prendre soin qui doit viser autant que possible l'autonomie de la personne. Cette autonomie sera singulière, mais il faut que toutes les parties coopèrent pour construire cet après. C'est dans cet objectif que l'UNAFAM a décidé d'identifier les bonnes pratiques en termes de soins, mais vous avez aussi vu plus récemment les bonnes pratiques quant à l'accès et au maintien à l'emploi et les bonnes pratiques qui vont sortir, qui sont accès et maintien dans un logement. Pour mener à bien ces projets, nous devons co-construire avec nos partenaires du social, du médico-social et du sanitaire une politique ambitieuse pour la psychiatrie. Et c'est ce que nous portons au niveau national. Vous n'avez pas toujours conscience peut-être de ce que l'on porte, mais c'est vraiment ces attentes-là qui sont portées auprès des ministères, auprès de la Haute Autorité de Santé, la Direction Générale de l'Offre de Soins, la Direction Générale de la Santé, la Direction Générale de la Cohésion Sociale, autant de lieux où l'UNAFAM est présente pour porter toutes ces questions qui sont les nôtres. Mais pour tout ça, nous avons besoin de vous tous pour résolument aller vers l'avenir.
Alors l'UNAFAM est force de proposition et certainement beaucoup plus écoutée sur le plan national, ministériel que les médecins, je dirais tout simplement. Donc effectivement, ce qu'on pourrait espérer du partenariat, c'est vraiment qu'il nous aide effectivement à ce que les pouvoirs publics mettent en avant ces processus de réhabilitation et nous permettent effectivement de développer ce réseau sur le territoire. Il se trouve que je représente le territoire du Puy-de-Dôme. Alors effectivement, nous, on est à la mise en place des processus de rétablissement. Ça fait des années qu'on pratique ces processus, mais pour l'instant, on n'est pas encore labellisé dans ce sens-là. Pour que les choses puissent se faire, je pense qu'il faut qu'il y ait une volonté au niveau du sanitaire et puis après un accompagnement au niveau des instances plus hautes, hein, au niveau de l'État et au niveau politique, pour que les choses puissent effectivement se développer. Et dans ce processus et dans cette idée, effectivement, le mouvement des usagers et le mouvement des familles restent excessivement moteurs parce que c'est aussi de leurs attentes et de leurs espoirs à eux et de leurs envies que les choses enfin c'est grâce à leurs envies et leurs attentes que les choses peuvent avancer. Voilà. Une conviction sur l'établissement, simplement il est possible pour les personnes et il faut que les psychiatres soient ouverts, y croient. Donc une conviction en tant que professionnel qui fait de la formation, c'est de transmettre cette idée à tous mes collègues du sanitaire, du médico-social, du social, à toute la société finalement. C'est pas parce qu'on a un trouble psychique sévère qu'on ne peut pas aller mieux, qu'on ne peut pas vivre normalement. Et je pense que c'est important de pouvoir de temps en temps pouvoir partager à nouveau avec d'autres voilà, ce qu'on a vécu nous-mêmes et ce qu'on vit actuellement. L'UNAFAM a un rôle déterminant parce que c'est la seule, à ce jour, association qui voit l'ensemble sur le territoire, l'ensemble sur la région. On a fait le pas pour de nombreuses maladies. Il est grand temps, mais vraiment grand temps, qu'on fasse le pas aussi pour les troubles psychiques. Il faut aller de l'avant. Nous sommes des gens différents et nous avons tous le droit de respirer et de vivre.